C'est un réflexe qu'on a tous, quasiment tout le temps, et souvent sans même y penser, on se compare aux autres. Ce petit mécanisme, il s'active en permanence en arrière-plan et qu'on le veuille ou non, il a un impact vraiment énorme sur nos vies. Cette petite phrase, elle résonne, n'est-ce pas? C'est le genre de pensée qui nous traverse l'esprit, surtout quand on fait défiler les fils d'actualité. On voit des photos de vacances de rêve, des annonces de promotion, des moments de vie qui ont l'air parfaits, et hop, cette petite voix s'installe. Mais alors pourquoi est-ce que cette impression est si partagée, si universelle? Ce n'est pas du tout un hasard. Derrière ce sentiment un peu désagréable se cache en fait une explication psychologique assez profonde, et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, commençons par le début. La première chose à comprendre, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, c'est que se comparer n'est pas un défaut de fabrication. C'est un comportement humain tout à fait normal et même fondamental. C'est ancré en nous. Pour ça, il faut remonter un peu dans le temps. En 1954, un psychologue du nom de Leon Festinger a mis le doigt sur quelque chose de crucial avec sa théorie de la comparaison sociale. En gros, ce qu'il a montré, c'est qu'on a un besoin quasi vital de s'évaluer. Et quand on n'a pas de thermomètre objectif pour mesurer nos compétences ou la validité de nos opinions, eh bien, notre seul baromètre, ce sont les autres. C'est comme ça qu'on se situe dans le monde. Et cette tendance, elle ne sort pas de nulle part. Elle est guidée par 3 grands besoins psychologiques. D'abord, tout simplement, le besoin de s'évaluer, de savoir où on en est. Ensuite, il y a le besoin de se démarquer, d'affirmer ce qui nous rend uniques. Et enfin, bien sûr, le besoin de rehausser notre estime de nous-mêmes, de se sentir bien dans sa peau. Ok, maintenant, on comprend un peu mieux le pourquoi. Alors intéressons-nous au comment. Parce que, évidemment, toutes les comparaisons ne se ressemblent pas. En réalité, il existe différentes stratégies, chacune avec des objectifs bien précis. On peut en distinguer principalement 3. D'abord, la comparaison ascendante. On regarde vers le haut, vers ceux qui nous semblent meilleurs pour s'inspirer et s'améliorer. Ensuite, il y a la comparaison descendante. Là, on regarde des situations perçues comme moins favorables, ce qui peut nous aider à ressentir de la gratitude pour la nôtre. Et enfin, il y a la comparaison latérale, avec nos pairs, nos semblables, pour valider nos choix et nous sentir dans la norme. Et pour ajouter un peu de finesse à tout ça, il n'y a pas que la comparaison aux autres. Il existe aussi ce qu'on appelle la comparaison temporelle, c'est-à-dire se mesurer à la personne qu'on était hier ou s'imaginer la personne qu'on deviendra demain. C'est une sorte de dialogue avec soi-même qui est super important pour notre développement personnel. Voilà, on arrive au cœur du problème moderne. Parce que cet instinct si naturel, si utile à notre évolution, peut devenir une véritable source d'anxiété, surtout à l'ère numérique. Le grand piège, il est là, c'est la réalité mise en scène. Les réseaux sociaux nous encouragent en permanence à comparer nos vies réelles, avec les moments de doute, les jours sans, bref, nos coulisses, à la bande-annonce parfaite des autres. On met en compétition notre quotidien brut avec leur meilleur montage. Forcément, le résultat est souvent une vision complètement biaisée et négative de notre propre existence. Et ça, ce n'est pas juste une vague impression. Les chiffres, ils le confirment de manière assez brutale. Une étude a montré que près de 32% des adolescentes rapportent une détresse psychologique directement liée à leur utilisation d'Instagram. 32%, c'est un chiffre énorme et ça montre bien l'impact très concret de ce phénomène. Alors, que faire? Est-ce qu'on est condamné à subir tout ça? Heureusement, non. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de reprendre le contrôle. Alors, passons du problème aux solutions avec quelques outils bien concrets. On peut imaginer une sorte de boîte à outils en 5 étapes. La première, c'est la prise de conscience, juste repérer ce qui déclenche ce sentiment chez soi. La deuxième, limiter l'exposition à ces déclencheurs. Ça peut être aussi simple que de se désabonner de certains comptes. Troisième étape, pratiquer la gratitude pour se recentrer sur ce qu'on a déjà. La quatrième, et elle est cruciale, se concentrer sur soi. Se comparer à la personne qu'on était hier pour voir tout le chemin parcouru. Et enfin, 5e point, quand on regarde quelqu'un qui a réussi, essayer de transformer ce sentiment d'envie en véritable inspiration. En fin de compte, l'idée la plus importante à retenir, c'est celle-ci. L'objectif n'est pas tant d'arrêter de se comparer, mais plutôt de transformer cette habitude. Il faut être réaliste, c'est presque impossible d'arrêter complètement de se comparer. C'est un réflexe. Le véritable enjeu, le vrai défi, c'est de commencer à le faire en pleine conscience, de comprendre ce qui se joue en nous à ce moment-là, et de choisir ce qu'on fait de cette information. Il y a cette phrase, inspirée du philosophe Spinoza, qui résume tout ça à la perfection. C'est une illustration brillante de ce mécanisme. Un besoin, un manque, peut être créé de toutes pièces par la simple comparaison. C'est une réflexion super puissante sur la nature de nos désirs. Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Finalement, la véritable question à se poser n'est pas « comment est-ce que j'arrête de faire ça ?», mais plutôt « comment est-ce que je peux commencer à le faire de manière consciente et surtout constructive ?» C'est ce changement de perspective qui, en réalité, peut absolument tout changer.